Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Vous suivez le journal de la TFC. Allons-y, plaisir. Zambie, affrontement entre manifestants et police devant le Parlement ce vendredi. Au Congo, un professeur dénonce les faux diplômes délivrés par l'université de Kisangani. En France, attaque à Marseille. 2 jeunes femmes ont été tuées dimanche à l'arme blanche devant la gare Saint-Charles. Canada, 5 blessés dans une attaque terroriste à Edmonton, le suspect arrêté. Aux États-Unis, la gravité de la situation de Porto Rico après l'ouragan Maria échappe toujours à Donald Trump. De retour sur le plateau, voici les actualités. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a annoncé dimanche le maintien à 700 francs CFA par kilo pour la campagne 2017-2018 du prix d'achat garanti producteur de cacao, qui se montrait un peu déçu mais réaliste dans un contexte de crise du marché. Les cours du cacao sur les marchés mondiaux sont volatiles. Après avoir atteint des records en 2016, ils sont divisés de 40% en 2017, entraînant en avril à la mi-campagne cacaoyère une révision du prix borchamp ivoirien à 700 francs CFA au lieu de 1100 francs CFA par kilo, fixé au début de la campagne en octobre 2016. La suite en images. La Côte d'Ivoire, le principal producteur de cacao du monde, a fixé le prix minimum du kilogramme de cacao à 700 francs CFA pour la campagne 2017-2018, une forte baisse par rapport à l'année dernière. Principale résolution ce dimanche d'un forum de 3 jours destiné aux acteurs de l'industrie du cacao à Abidjan. Proposition du conseil d'administration. Proposition qui a été approuvée par le gouvernement. Le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Bien que la production a augmenté de 28,5% pour atteindre 2,15 millions de tonnes en 2016 et 2017, les prix mondiaux du cacao ont diminué de plus d'un tiers. C'est vrai que le prix il est décevant, mais je pense qu'on ne doit pas être ingrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans de cela, les prix étaient nettement plus supérieurs à celui de nos voisins. Et je crois que le Ghana a pu tenir, donc les Ivoiriens, nous devons aussi tenir. Avant l'annonce de dimanche, le président Alassane Ouattara avait consulté son homologue ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, pour harmoniser les prix d'achat du cacao entre les deux pays. L'industrie du cacao représente 15% du PIB de la Côte d'Ivoire et fournit 2 tiers d'emplois. Au Burkina Faso, ce samedi 16 septembre 2017 marque le 2e anniversaire du putsch manqué du général Gilbert Diendéré. Une tentative qui a fait plusieurs victimes blessées et une quinzaine de morts. En cette date anniversaire, parents et autorités se sont donné rendez-vous au cimetière municipal de Gungin pour se recueillir. Suivant le reportage. C'est presque devenu un rituel pour El Hadj Ebamouni. Pas une semaine ne se passe sans que les 2 amis ne se rendent au cimetière. Leur amitié s'est forgée dans le malheur. Tous 2 ont perdu des membres de leur famille lors du putsch manqué au Burkina Faso il y a 2 ans. Et comme les familles des 15 civils tués, ils veulent des réponses. Nous voulons savoir comment les choses sont passées, qui a tué, qui a donné l'ordre de tuer, qui a posé l'acte. Pour ce que nous avons vécu le 16 septembre et jusqu'à la fin du coup d'État. 90 personnes ont été inculpées pour participation présumée au putsch. Parmi elles, des politiques mais aussi des militaires de l'ex-garde présidentielle. Annoncé à plusieurs reprises, le procès tarde pourtant à venir. On se pose des questions sur le fait de savoir s'il n'y a pas de manœuvre politicienne derrière, tendant entre guillemets donc à diluer ce dossier au détriment donc de la justice pour une sorte soi-disant réconciliation entre des acteurs qui, pendant des années, ont, il faut le rappeler, été des collaborateurs directs. Parmi les blessés du putsch, nombreux sont ceux qui gardent des séquelles. 6 personnes portent toujours des balles dans le corps. C'est inadmissible à cette date que cela soit toujours une réalité. Nous demandons au chef de l'État de prendre toutes ses responsabilités pour que les gens puissent retrouver la santé.
S'il ne nie pas les problèmes liés à la prise en charge des blessés, le gouvernement burkinabé a une toute autre explication. Je ne crois pas que s'il existe encore des personnes qui n'aient pas été prises en compte au niveau des blessés, ce soit par négligence, c'est peut-être simplement parce que dans le listing, à un moment donné, ces personnes-là n'apparaissaient pas et qu'elles sont apparues un peu plus tard. En commémorant sans faste l'an 2 de l'échec de la tentative de putsch du général Dingéré, le gouvernement burkinabé a évité d'attiser davantage sur les rancœurs des familles des victimes et des blessés pour lesquels la justice ne saurait être sacrifiée sur l'autel de la réconciliation nationale. Bourema Saluka, Ouagadougou, pour Africa News. Au Tchad, à partir du 18 octobre, les Tchadiens ne pourront plus poser le pied sur le territoire américain. Dimanche soir, la Maison-Blanche a annoncé la liste des pays visés par le décret migratoire interdisant de façon permanente le franchissement des frontières américaines aux ressortissants de 7 pays. N'Djamena exprime son étonnement et son incompréhension. Suivant les images. La mesure est radicale. Tous les citoyens du Tchad sont interdits d'accès au territoire américain. Le plus surprenant est que selon le décret de Washington, le Tchad d'Idriss Déby est cité comme étant un partenaire important et de valeur pour le contre-terrorisme. Mais les États-Unis affirment que N'Djamena ne partage pas de manière adéquate les informations concernant les terroristes. Le gouvernement tchadien a vivement réagi. Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Dans les rues de la capitale, les Tchadiens sont abasourdis. Je suis extrêmement choqué. Je ne comprends pas pourquoi, après tous ces efforts que le Tchad avait consentis pour la lutte contre les terroristes. Pour ce qui est de cette nouvelle, s'il y a un conseil ou bien si on peut opiner pour notre gouvernement, on va le dire d'interdire aussi les citoyens américains de venir au Tchad. Washington affirme que des organisations djihadistes comme Boko Haram se trouvent sur le sol tchadien. L'annonce de l'administration Trump a surpris certains observateurs car le Tchad a beaucoup investi dans la lutte anti-djihadiste, notamment en envoyant des troupes au Mali et au Nigeria. En Zambie, des émeutes ont opposé vendredi à Lusaka la police zambienne et des manifestants qui dénonçaient la corruption du gouvernement au moment où le ministre des Finances, Félix Moutati, présentait son projet de budget au Parlement. Conduit par la militante des droits de l'homme, Laura Miti, une centaine de personnes critiquaient l'achat des autorités d'une quarantaine de véhicules d'intervention pour les pompiers pour un total de 42 millions de dollars. Regardons le reportage. De ces manifestants anticorruption en Zambie aura été de courte durée. Ils ont été interpellés. Au Congo, le professeur Alphonse Mondo de l'université de Kisangani est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de système de faux diplômes octroyés aux personnalités au pouvoir. Suivant le reportage. Professeur à l'université de Kisangani au Congo. De passage à Paris, il lance un cri de colère. Selon lui, trop souvent en RDC, des personnalités politiques ou militaires reçoivent des diplômes universitaires sans travailler. Ce fut le cas cette année d'un de ces... Dans le reste du monde, en Espagne, en Catalogne, les bureaux de vote ont fermé dimanche soir à 20h. Le dépouillement a commencé au terme d'une journée de tension et de heurts entre les électeurs indépendantistes et les policiers espagnols qui avaient reçu l'ordre d'empêcher le déroulement du scrutin jugé illégal par Madrid. Cela n'a quand même pas atténué l'engouement et la joie des votants. On regarde selon une image. En Catalogne, la fin des opérations de vote dans un climat d'euphorie et le début du décompte du référendum d'autodétermination. Un scrutin jugé illégal par Madrid, ce qui n'a pas empêché de très nombreux Catalans de se rendre toute la journée dans les bureaux de vote, et ce, en dépit du déploiement des forces de l'ordre dépêchées par le pouvoir central. La question qui était posée était simple, voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république ? Le oui devrait l'emporter assez largement. Les opérations de comptage devraient durer une partie de la nuit. Les autorités espagnoles soulignent que ce scrutin s'est déroulé sans listes électorales transparentes, sans commission électorale et sans système de comptage des voix par un organisme impartial, ce qui, aux yeux de Madrid, ôte toute crédibilité à ce référendum. Restons en Espagne, toujours à propos du référendum en Catalogne, les violences policières retransmises en direct ont marqué les esprits. Des hommes, mais aussi des femmes, parfois très âgés,
ont été brutalisés lors de l'intervention des forces de l'ordre. Ils souhaitaient voter, ils en ont été empêchés. Un désastre sur le plan symbolique. Sur le plan politique, cette répression aveugle pourrait aussi entraîner une certaine radicalisation de nombreux Catalans jusque-là modérés. Voyons les images. El referéndum que pretendía liquidar la Constitución española e independizar a una parte de nuestro país sin contar con la opinión del conjunto de los españoles simplemente no ha existido. En aquest moment de gran transcendència per Catalunya, a tots un agraïment molt profund i molt sincer. Au Canada, un homme a agressé à l'arme blanche un policier avant de renverser 4 piétons avec une camionnette dans l'ouest du Canada. La police a annoncé dimanche l'arrestation d'un suspect, un Somalien de 30 ans, et parle d'actes de terrorisme. La suite en images. Le déroulé de cette attaque hier soir à Edmonton commence à se préciser à mesure que la police donne des informations, mais aussi que les témoins se livrent notamment aux médias locaux. On sait notamment que c'est une Chevrolet Malibu qui a heurté aux alentours de 8h15 hier soir une barrière de police qui était mise en place autour du stade Commonwealth, 60 000 places, où un événement, un match de football avait lieu en l'honneur de militaires. L'individu qui a foncé contre la barrière a donc heurté un policier avant de sortir de son véhicule et de le poignarder à plusieurs reprises. La vie du policier n'est pas en danger d'après le chef de la police d'Edmonton tôt ce matin. Mais une chasse à l'homme s'est ensuite lancée dans toute la ville et le suspect ayant pu prendre la fuite, il a été ensuite contrôlé à un barrage policier un petit peu avant minuit par un policier qui l'a reconnu. C'est alors que l'individu a pris la fuite. Il était à ce moment-là à bord d'un van blanc de location et c'est une chasse à l'homme à près de 80 km/h d'après les témoins, sur des rues, des petites rues qui sont habituellement limitées à 50, qui s'est lancée à travers toute la ville et qui s'est terminée alors que l'individu cherchait à écraser toutes les personnes sur les trottoirs de ces rues d'Edmonton. Le véhicule qu'il conduisait a fini par se retourner avec la vitesse et il a ensuite été sorti et arrêté. Autre information importante donnée par le chef de la police d'Edmonton, dans le premier véhicule qui a été utilisé pour cette attaque, un drapeau noir de l'organisation État islamique a été retrouvé, raison pour laquelle les services de police ont décidé donc de qualifier cet incident en acte terroriste. Bilan, un policier poignardé dont les jours ne sont pas en danger et 4 piétons ont été renversés. Leur état de santé n'est pas connu pour le moment. Les services de police doivent donner une nouvelle conférence de presse à 15h locale aujourd'hui. Allons en France, 2 jeunes femmes ont été tuées dimanche à l'arme blanche devant la gare Saint-Charles par un homme qui a ensuite été abattu par des militaires. L'État islamique a revendiqué l'attaque dans la soirée, jusque-là épargné comme par miracle. Marseille vient à son tour de basculer dans la terreur. Suivant le reportage.
panique ce dimanche après-midi sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Un homme armé d'un couteau a attaqué des passants tuant 2 jeunes femmes. Il a ensuite été abattu par des militaires de l'opération Sentinelle. Selon plusieurs témoins, le suspect, connu pour des faits de délinquance mineure, aurait crié Allah Akbar. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Une lame de couteau, oui, et puis qui a tapé dans le cou des deux dames qui sont décédées. Et on nous a fait sortir, mais la police, j'étais étonné, sont intervenus très très rapidement. Une première, et après les forces sont arrivées très très régulièrement et en masse, quoi. Lorsqu'il s'est rendu sur place, le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb a refusé de qualifier les faits d'attaque terroriste, évoquant le comportement étrange de l'assaillant qui s'est enfui avant de revenir sur ses pas pour commettre un autre crime. Le trafic SNCF à la gare Saint-Charles a été interrompu et n'a pu reprendre qu'en début de soirée. Restons aux États-Unis, la situation sur l'île de Porto Rico, frappée depuis septembre par 2 ouragans successifs, José et surtout Maria, reste très préoccupante. 10 jours après le passage de l'ouragan Maria à Porto Rico, Donald Trump continue d'être critiqué pour sa gestion des opérations de secours. Loin de présenter des excuses, il a renvoyé samedi la faute sur les autorités locales. Voyons les images. Une question de vie ou de mort. Pour la maire de San Juan, fini les politesses envers le président Donald Trump, alors que les approvisionnements alimentaires mettent beaucoup de temps à arriver et que l'accès à l'électricité et à l'eau potable est limité. J'ai été patiente, mais aujourd'hui, je n'ai plus le temps de l'être. Je demande donc au président des États-Unis de s'assurer que quelqu'un s'occupe de sauver des vies. Le gouvernement américain est fortement critiqué pour sa gestion de la crise, jugée insuffisante. Donald Trump, qui a prévu un déplacement sur l'île mardi, a défendu son administration. Sa secrétaire à la sécurité intérieure en visite à Porto Rico vendredi a quant à elle salué le succès de l'action du gouvernement, tout en soulignant que l'ouragan n'avait pas fait beaucoup de morts sur l'île. Je suis fière du travail effectué. La situation ici, à Porto Rico, après l'ouragan dévastateur, n'est pas totalement satisfaisante. Mais ensemble, nous y arriverons. Et il y a aujourd'hui beaucoup de progrès. Maria est l'ouragan le plus puissant qui ait touché Porto Rico en 90 ans. Il a fortement endommagé le réseau électrique et téléphonique. Environ 10 000 personnes vivent pour le moment dans des abris et ont du mal à trouver de l'eau et de la nourriture. C'est urgent, pour l'amour de Dieu. Il faut de la nourriture pour mes proches, c'est important. S'il vous plaît, c'est important. Nous avons besoin d'aide, pas d'argent, juste de l'aide, c'est tout. Selon certains analystes, il faudrait près de 85 milliards de dollars pour tout reconstruire à Porto Rico. Aux États-Unis, l'ancienne star du football américain O.J. Simpson est sorti de prison dimanche et bénéficie désormais du régime de liberté conditionnelle après 9 ans passés derrière le barreau pour vol à main armée. Il devait initialement purger jusqu'à 33 ans de prison pour ses faits qualifiés d'enlèvement, de cambriolage et de vol à main armée, mais s'est vu accommodé d'une remise de peine pour une partie de ses condamnations. La suite en images. Une sortie pour le moins discrète. Il était un peu plus de minuit dans la nuit de samedi à dimanche quand l'ex-star du football américain O.J. Simpson a quitté la prison de Lovelock. Une façon pour les autorités pénitentiaires de garantir sa sécurité et d'éviter tout incident. Le 13 septembre 2007, O.J. Simpson s'introduit dans un hôtel casino de Las Vegas avec 5 hommes de main. Sous la menace d'armes, il tente alors de s'emparer de souvenirs sportifs qu'il affirme lui appartenir. Le joueur de football devait initialement purger jusqu'à 33 ans de prison, mais il a bénéficié d'une remise de peine pour une partie de ses condamnations. Et en juillet dernier, il a obtenu l'accord pour sa libération conditionnelle pour bonne conduite. Comme je l'ai dit, j'ai fait mon temps. Maintenant, j'aimerais simplement retrouver ma famille et mes amis. Et croyez-le ou pas, j'ai des vrais amis, mais je ne pense pas m'être mal comporté dans cette prison. Et je pense même qu'aucun détenu ne soit jamais aussi bien tenu que moi ici. O.J. Simpson est devenu mondialement connu en 1994
lorsqu'il est accusé du meurtre de son ex-épouse et de son ami à Los Angeles. Son procès surmédiatisé et qualifié de procès du siècle a captivé le pays. Simpson a été innocenté en 1995, mais il a été condamné par un tribunal civil quelques mois plus tard pour les mêmes faits. Aujourd'hui encore, ce verdict continue de susciter la polémique. Et les autorités redoutent une nouvelle médiatisation extrême autour de sa libération ce dimanche. Âgé de 70 ans, O.J. Simpson assure de son côté qu'il n'aspire qu'à passer du temps avec ses proches. C'est tout pour ce soir. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme à vous sur la TFC et que Dieu vous garde.